Un, deux. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous rapprocher en avant, de vous asseoir aussi, s'il vous plaît. On va commencer dans 2 minutes, 2 petites minutes. Donc, si ça ne marche pas, ben, tu me remettras la faute dessus. Tu peux t'asseoir si tu veux. Tu as quelques minutes encore. C'est bon? Tu peux t'asseoir si tu veux. Ouais, ça c'est. Je suis désolé. Parfait. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue à notre conférence organisée dans le cadre du festival Go Vélo Montréal. Mon nom est Julien Puget, je suis directeur développement et relations gouvernementales chez Vélo Québec et je serai aujourd'hui un de vos maîtres de cérémonie pour introduire notre conférencière qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, Marie-Astrid Leray. Notre conférence se tient en mode hybride. Nous sommes une soixantaine de personnes ici en présence à Montréal, à l'Esplanade Tranquille. Et vous êtes un nombre identique en ligne à nous écouter. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de notre programmation du festival Go Vélo Montréal, qui a débuté dimanche dernier avec le défi métropolitain et qui se poursuit ce vendredi avec le Tour la nuit et le Tour de l'île ce dimanche. Le festival Go Vélo Montréal est un événement cycliste d'une semaine présenté par Lelay en collaboration avec Desjardins. Et nous remercions également nos commanditaires associés Sport Expert et Bixi. Enfin, le festival bénéficie aussi du soutien du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et de Tourisme Montréal. Merci à tous nos partenaires de rendre possible cette magnifique célébration du vélo et de la culture cyclable à Montréal. Pour ouvrir cette conférence, je céderai d'abord la parole à notre président directeur général, Jean-François Rault. Bonjour tout le monde, bonjour aux gens qui se sont joints à nous en ligne. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette conférence à propos du tapis magique de la mobilité, à savoir le vélo cargo, aussi pratique qu'agréable à conduire. La grande conférence du Festival Go Vélo est toujours un moment très spécial pour moi parce que pour une fois, on fait venir des gens de l'étranger pour nous partager leur expérience, leur savoir. Et puis cette année, on est très heureux d'avoir une femme très dynamique que j'ai pu apprendre à connaître cette semaine, qui a peur de rien, qui est allée faire des dizaines et des dizaines de kilomètres au nord de Terrebonne sur les accotements défoncés que j'ai lus dans la presse. Donc, en fait, voilà. Puis, merci d'avoir pris le temps là, de passer un peu de temps avec nous ce soir, que ce soit aux gens en ligne ou dans la salle. Collectivement, Vélo Québec essaie de faire émerger, sublimer un peu la connaissance de la société des domaines reliés au monde du vélo. Puis aujourd'hui, on va avoir une belle discussion. Je suis aussi très heureux d'avoir 3 panélistes qui vont venir nous partager leur expertise. Donc, merci d'être là.
Puis merci de prendre part à cette partie du Festival Go Vélo. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-François. Donc, avant de commencer, quelques informations pratiques. La conférence de Marie-Astrid durera environ 45 minutes, puis sera suivie d'un échange sous forme de table ronde avec deux autres invités, à savoir Brigitte White et Julien Paquette-Verdi. Puis, ce panel sera animé par ma collègue Magali Bebron. Pour celles et ceux qui sont en ligne, je vous invite à poser vos questions directement dans l'outil questions-réponses du Zoom. Puis mon collègue Louis se chargera de récolter vos questions et ensuite de les adresser lors de notre période de questions qui suivra le panel. Donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet maintenant. Malgré des cibles ambitieuses en matière de mobilité, on enregistre chaque année des records de véhicules en circulation sur nos routes. Pourtant, que ce soit pour le transport de personnes, la livraison de marchandises, il existe des alternatives et des solutions qui vont bien au-delà de la simple électrification des transports. Et parmi ces solutions, eh bien, le vélo cargo est sans nul doute l'outil le plus efficace pour remplacer des véhicules thermiques dans une grande variété de situations. Depuis quelques années, on les voit dans nos rues de plus en plus présents, qu'ils soient allongés avec une boîte en avant, qu'ils soient biporteurs ou triporteurs. Ces vélos se taillent progressivement une place dans nos milieux de vie, bien qu'ils suscitent encore dans certains endroits une bonne dose de curiosité, voire d'étonnement. Et ce qui est certain, c'est qu'ils ne laissent jamais personne indifférent. Plusieurs professionnels de la cyclologistique se sont réunis autour d'un projet à Montréal, qui est le projet Colibri, porté par la Coop Carbone. Et on a aussi des fabricants qui font leur apparition. Je pense à Mailbox pour le volet industriel, mais aussi Cargone qui cible davantage les familles. Puis on a la chance, je les salue. Cargone est là parmi nous aujourd'hui avec leur vélo, donc je vous invite à aller échanger avec eux après. Et cet engouement pour les vélos cargo, eh bien, la France le connaît depuis plusieurs années avec une intensité rare. Ce phénomène est d'ailleurs bien soutenu par des politiques publiques ambitieuses de subvention de vélos, de subvention à l'achat de vélos à assistance électrique qui font toute une différence dans ce développement. Le plus spectaculaire dans tout ça, eh bien, c'est un phénomène qu'on connaît peut-être moins au Québec, c'est celui de la croissance de la cyclomobilité professionnelle. On parle ici d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs qui décident d'intégrer le vélo au sein de leur modèle d'affaires. Et pourquoi ils choisissent d'avoir un vélo cargo dans leur modèle d'affaires? Eh bien, tout simplement parce que ce type de vélo-là est le plus économique, le plus efficace et le plus polyvalent pour opérer leurs activités. C'est un phénomène, la cyclomobilité professionnelle, qui connaît un tel engouement qu'un regroupement est né en 2019, celui des boîtes à vélo France. Et 5 ans plus tard, on parle d'une association qui fédère plus de 300 membres. C'est donc pour nous entretenir de ce phénomène-là et du vélo cargo sous toutes ses formes et nous apporter son éclairage sur cet essor sans précédent en France que nous avons l'immense plaisir d'accueillir Marie-Astrid Leray. Marie-Astrid est fondatrice du Vélo à Gaufres et coprésidente des boîtes à vélo France depuis 2023. Dans sa vie personnelle, Marie-Astrid est aussi mère de 3 enfants et se déplace presque exclusivement en vélo cargo avec sa famille. Dans le cadre d'une conférence, il est de coutume de présenter le parcours de la personne invitée. Mais ce soir, je vais me permettre une petite entorse à cette tradition en laissant le soin à Marie-Astrid de vous en dire plus tout au long de sa conférence sur son parcours, sur sa vie personnelle. En revanche, avant de lui céder la parole, je voudrais vous partager ce qu'elle m'a écrit quand je lui ai demandé de me donner quelques éléments biographiques en vue de notre événement. Elle m'a écrit ceci. J'ai envie de développer l'usage du vélo cargo dans le monde professionnel, de crier sur tous les toits que le vélo cargo est peut-être la solution à plein de problèmes économiques, féministes, écologiques, de santé, et qu'il peut être source de joie. Marie-Astrid, je te remercie sincèrement d'être parmi nous ce soir pour nous partager ta joie de travailler et de vivre avec un vélo cargo. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Marie-Astrid Leray, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants de 10 ans, 8 ans et 5 ans. Et j'ai le vélo à gaufres depuis 2021. Donc là, ça va bientôt faire 3 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que ça ira. Je vais commencer par vous parler des boîtes à vélo France. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à vélo. On a aussi le groupe La Poste qui est adhérent. Donc, on a presque 350 membres maintenant. Les conditions pour y rentrer, c'est de faire 75% au moins de ces trajets à vélo.
Pourquoi on a créé cette association? C'est pour s'unir tous ensemble pour promouvoir la cyclomobilité professionnelle, parce qu'ensemble, on est forcément plus fort pour s'entraider, pour se donner des conseils et également pour plaidoyer auprès des pouvoirs publics et de nos élus. C'est super important pour les partenaires. Julien parlait des subventions aussi pour faire connaître nos besoins. Ensemble, par une association, on parle d'une seule voix et on peut se partager le travail. La preuve, moi, je suis coprésidente des boîtes à vélo France. Actuellement, il y a notre congrès à Lyon, en France. On a un congrès tous les 2 ans et c'est ma coprésidente qui est là-bas. Donc, ça nous permet d'être à plusieurs endroits avec plusieurs publics à la fois dans notre mission. Donc, je pense que vous savez pourquoi c'est important la cyclomobilité professionnelle. Julien l'a déjà dit, pour baisser les gaz à effet de serre, avoir une meilleure vie, une meilleure circulation dans la ville. Clairement, ça fait gagner beaucoup plus d'argent et c'est beaucoup plus efficace pour nos clients parce qu'au niveau cyclo-logistique, on peut se garer vraiment partout. Une brève histoire. Ça a commencé en 2012 à Nantes, chez moi, au sud de la Bretagne. C'était un mouvement. Ensuite, 2014. Et après, ça a essaimé un petit peu partout en France. Il faut comprendre que c'est un regroupement d'entrepreneurs. Donc, ce sont les entrepreneurs qui ont décidé de se mettre ensemble. Donc, ça s'est fait naturellement. Et Paris, c'est venu après. Paris, ça a dû arriver en 2017. Et ensuite, il y a eu ce regroupement national en 2019 avec un autre congrès fondateur à Angers. Alors, qui sont nos adhérents? La cyclomobilité professionnelle est clairement drivée par les services. Alors, dans les services, on a les services à la personne, comme les kinés, les coiffeurs. On a aussi les personnes qui travaillent dans le médical, on a des médecins. On a aussi beaucoup, beaucoup de paysagistes. On a également des coachs. On a tout ce type de personnes. Donc là, c'est vraiment très important. Ensuite, au touche-touche, on a la logistique. Donc, je pense que c'est souvent la cyclo-logistique qu'on connaît le mieux. Donc, c'est la livraison de colis, que ce soit pour les clients finaux ou pour les entreprises. Ça peut être aussi la reprise de cartons, par exemple, dans le centre-ville. Ça, c'est ultra important. Ça permet vraiment de désenclaver les centres-villes des camions qui viennent chercher les cartons. Ensuite, on a l'artisanat. L'artisanat, je crois que la première entreprise de cyclomobilité professionnelle en France, c'est une entreprise d'artisanat. Donc, on a des plombiers, on a des électriciens, des serruriers, des serrurières. Et donc, c'est un pôle très important. Vélo utilitaire, donc là, ce sont les fabricants. Donc, on est à 19%, que ce soit les fabricants de remorques ou les fabricants de vélos cargo. En fait, nous, on considère que les remorques sont aussi des vélos cargo. Et puis ensuite, la culture, le tourisme. Donc là, ça va être, je vais vous montrer des photos après. Là, par exemple, il y a des vélos livres. Et la restauration, dont je fais partie, donc seulement 7%. Je vais vous montrer des photos pour avoir des exemples. D'abord, les photos, on va voir quel type de vélo on a. Donc, on a quand même des vélos qui ne sont pas des cargos, à 10%. J'ai en exemple, vous verrez après des photos, une coiffeuse qui n'a pas besoin d'emmener beaucoup de matériel, elle a juste des petites sacoches. On a des biporteurs, là, c'est vraiment la moitié de nos adhérents. C'est très agile, les biporteurs, ça permet d'aller assez vite, ça permet de prendre des virages de manière serrée et c'est très efficace. Les triporteurs et les tricycles, c'est très, très efficace également, notamment pour les personnes qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin d'être rassurées pour ça. Et c'est également bien pour la charge utile qui peut être un peu plus lourde. La remorque utilitaire, là, clairement aussi, au niveau charge utile, c'est super efficace. Et moi, c'est ce que j'ai avec le vélo à gaufres. Là, on a des exemples. Donc, ici, c'est Edwige, cheveux au vent. Elle fait juste des coupes. Donc, elle n'a pas besoin. Elle a une collègue qui est en triporteur parce qu'elle a le bac pour le shampoing et tout ça. Elle a des outils très simples, des tissus, paire de ciseaux, donc sacoche, vélo musculaire. Ici, à côté, vous avez des architectes. Donc, peut-être qu'elle, pour cette photo, elle aurait peut-être besoin d'un vélo cargo, mais sinon, elle se déplace avec
avec des sacoches. Alors là, vous avez des exemples de coursiers, de cyclologisticiens, logisticiennes. Donc ici, c'est très important parce que c'est une femme en photo. C'est aussi pour ça que j'ai choisi, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc là, c'est efficace, c'est très modulable. Vous voyez ici, il n'y a pas de caisse sur ce biporteur, donc 2 roues avec la caisse à l'avant. Il n'y a pas de caisse, comme ça permet de pouvoir faire déborder ce qu'on met, ça permet d'empiler, parce que ce sont des vélos très résistants. Et là, c'est tenu par l'intérieur des roues, là, des chambres à air. Voilà. Au-dessus, là, ils ont une caisse et ils ont mis encore quelque chose par-dessus. Donc là, c'est cyclologistique. Ici, je fais un coucou, c'est Caroline Faucon, c'est ma coprésidente avec des boîtes à vélo France, qui est actuellement en train de dormir, je pense. Et donc, elle a une entreprise qui s'appelle Baguette à Bicyclette à Lyon, où elle livre des petits déjeuners. Donc, elle, voilà, c'est de la cyclologistique dans la restauration, mais ça reste de la cyclologistique. Et puis, au-dessus, je voulais vous montrer une variété de vélos. Donc, ça veut dire qu'une entreprise, bien souvent, a plusieurs types de vélos. Donc là, c'est The Plombier. Donc, je pense que c'est la première entreprise d'artisans à vélo, donc à Nantes. Ils ont plusieurs vélos, donc ils ont commencé par des triporteurs. On les voit au début. Et je pense que pour leur activité, ils se sont rendus compte que c'était plus adapté les biporteurs, parce que c'est certainement un peu plus agile et ça va certainement peut-être un peu plus vite par rapport à leurs besoins. Et certainement, les capacités des caisses aussi sont plus grandes. Donc là, on a des triporteurs, exemple de triporteur. Ça, c'est mon premier vélo. C'est mon premier vélo. Ensuite, là, c'est une coiffeuse aussi. Et elle, comme elle a plus de matériel, elle a une caisse à l'avant. Et également, elle se sert, là, on ne voit pas sur la photo, mais elle se sert de son vélo aussi. C'est un vélo multi-usage qui lui sert aussi pour transporter. Elle a un enfant. Donc, elle met son enfant derrière et comme ça, devant, elle peut mettre le cartable. C'est vraiment, on retrouve beaucoup ça. C'est une entrepreneuse avec un vélo qui travaille seule. Et la polyvalence est quelque chose de très, très important pour certaines personnes. Et là, c'est également un triporteur. Et là, c'est une adhérente qui s'appelle Frais chez toi. C'est une des rares à faire de la livraison de frais en France. Ça correspond à 5% des cyclologisticiennes et cyclologisticiens, parce qu'il y a des problèmes techniques par rapport au transport du froid. Et elle a choisi ça parce qu'elle peut emporter 350 kilos dedans. Donc, c'est très performant pour elle et ça lui permet d'éviter les ruptures de charge. Là, on a exemple de remorques. Et en plus, ce sont des remorques tirées par des biporteurs. Donc là, c'est un super intérêt. Ça veut dire que cette adhérente, la Bresse Cyclette, donc qui fait des crêpes et des galettes, elle a 3 enfants. Donc son vélo devant lui sert aussi à transporter ses 3 enfants. Et ça lui sert aussi pour son activité professionnelle. Et si elle a besoin d'emmener des caisses, par exemple de pâtes à crêpes ou galettes en plus, elle peut y aller en chargeant son biporteur devant. Donc c'est un choix assez judicieux. Après, à voir par rapport à la longueur et tout ça, mais c'est très judicieux. Ici, c'est toujours The Plombier. Donc là, c'est pour vous montrer. Ce matin, sur Radio-Canada, j'ai dit qu'on pouvait transporter des baignoires et des chauffe-eau. Donc là, vous avez un exemple. Et ce n'est pas juste pour la photo. Ça arrive très souvent. Donc, en général, ils se déplacent avec leur biporteur. Et quand il y a besoin, ils attachent une remorque toute simple. Là, c'est un exemple de... Alors, cette personne-là, c'est un adhérent qui fait de l'éducation populaire auprès des enfants pour des événements, des associations et des écoles. Il s'appelle Monsieur Taupe et donc il a cette remorque. Là, c'est une entreprise de cyclologistique. C'était aussi pour vous montrer la diversité en fait des types de vélos. Donc là, vous avez une remorque tirée par un vélo de montagne. Donc c'est un vélo non électrifié. Si, il est électrifié celui-ci. Mais la remorque n'est pas électrifiée. Là, vous avez un biporteur et puis là, vous avez encore une remorque. Donc, il y a vraiment une diversité et aussi en fonction des besoins. Et ces cyclologisticiens font aussi des déménagements. Donc, dans ces cas-là, en fait, ils mettent une remorque plate et ils peuvent mettre beaucoup, beaucoup de meubles dessus. Ah oui, alors.
y a un petit souci avec les vidéos, donc vous n'aurez pas de vidéo. C'est pas grave. Attends. Ah, voilà. Donc là, on est d'accord qu'il n'y avait rien. Et maintenant, il y a quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on fait aux boîtes à vélo? Aux boîtes à vélo, déjà, on a besoin de vivre. Donc, on en a besoin d'argent. Et donc, on a ce qui s'appelle des C2E, certificats d'économie d'énergie. En gros, ce sont les pollueurs, comme par exemple Total, qui doivent donner un stock d'argent et qui sont après mis à disposition de ces certificats d'économie d'énergie. Donc là, ce sont des ministères et des organismes d'État qui travaillent énormément pour connaître les besoins. Donc, il y a notamment des appels à projets qui concernent le vélo et la cyclomobilité professionnelle. Et donc, nous, on doit y répondre. Et ce sont des appels à projets qui sont extrêmement sérieux. Donc, on y répond à plusieurs. On y répond avec les administrateurs et administratrices qui connaissent bien le sujet. Ce sont des documents qu'on met plusieurs semaines à faire. Et ça nous apporte de l'argent, ça nous permet d'embaucher et ça nous permet aussi de construire et de mailler pour se développer. Donc là, on a eu le premier, ça répond à la première. En fait, on a eu deux C2E et le premier répond à notre première question. C'était comment faire connaître le vélo, comment choisir son vélo et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à vélo. Donc ça, c'est ma cyclo-entreprise. Vous pouvez y avoir accès en ligne parce que nous avons fait un site internet avec quelques conseils dessus. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Nous, on est là aussi pour partager. Ça dure 3 ans. Donc, c'est terminé. Juste après, on a enchaîné sur cyclocargologie. Donc là, c'est actuellement. Ça a été signé au mois d'août 2023 et ça s'arrête en août 2026. Là, ça nous permet de 3 choses. Ça va répondre à beaucoup de vos questions peut-être. La première, c'est sensibiliser et accompagner. Donc, lever les freins pour que les personnes se mettent à la cyclologistique. Là, c'est vraiment un programme de cyclologistique. Ensuite, c'est hyper important de former les personnes, de former vraiment pas à pas et de mieux connaître les métiers. Et ensuite, développer les outils pour optimiser les livraisons. Donc, demain, on est le 31 mai. Le 31 mai, vous aurez déjà un premier document officiel qui sera sur la page des boîtes à vélo France qui listera les freins. En fait, c'est un des premiers volets du premier point de cyclocargologie. Donc, vous pourrez y avoir accès. Donc, le poids de la cyclologistique. Ça, c'est important. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je crois que j'ai oublié beaucoup de choses. Attendez, hop, voilà, je reviens là. Je ne sais pas si vous avez conscience de combien on a en C2E pour cyclocargologie. On a 7 millions d'euros. Donc, c'est un cahier des charges ultra précis qu'on doit montrer. Enfin, on doit montrer ce qu'on fait chaque année. Et bien sûr, si on ne respecte pas le cahier des charges, on n'a pas l'argent qui suit. On fait aussi une concertation. On a fait une concertation interministérielle sur une question de réglementation. Qu'est-ce qu'un vélo cargo? Donc là, c'est en cours. On a entre le ministère de l'écologie, le ministère des Transports, et on attend les conclusions. Donc là, on a une grosse question, notamment par rapport à la puissance. Nous, on doit avoir des vélos de 250 watts. Pour l'instant, il y avait un vide juridique sur la puissance des remorques. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et ça, on travaille ça ensemble avec toutes les associations vélo. Donc, c'est vraiment hyper important. On est tous complémentaires et on a des points de vue qui sont ultra intéressants. Donc, on attend ces conclusions avec impatience. On fait aussi des panoramas de la cyclologistique et de la cyclomobilité professionnelle. Donc là, on paye des personnes qui sont extrêmement douées, qui travaillent extrêmement bien. C'est très sérieux, vous verrez sur notre site internet. Toutes les pages avec du jaune, pratiquement, c'est celles que j'ai prises de nos panoramas. Et donc, on a aussi créé une fédération professionnelle de cyclologistique en novembre 2022 qui permet de réunir les cyclologisticiennes et les cyclologisticiens. Donc ça, vous imaginez que les boîtes à vélo France, c'est une commode et il y a alors un tiroir, c'est cette fédération-là. Donc cette fédération est aussi autonome
et on travaille ensemble. On a aussi 13 antennes, parce que c'est super important de se mailler partout en France. Si on restait que à Paris, en fait, il ne se placerait strictement rien. On a 13 antennes partout en France. C'est maillé à peu près autour de la France. Au milieu, pour l'instant, on n'a pas encore grand-chose. On a aussi des chargés de développement, donc qui sont là pour parler avec les élus, avec les pouvoirs publics, pour répondre à nos besoins. Et surtout fédérer entre nous. On fait en gros, nous à Nantes par exemple, on fait des after-work tous les mois et on invite les élus, comme ça les élus voient nos métiers. On leur montre nos hubs ou ce qu'on appelle les colloques, où on a nos vélos, on a nos stockages et ça permet d'avoir un visuel et ça permet de voir comment on travaille et ça permet de voir qu'on est des êtres humains comme les autres et qu'on est heureux et qu'on gagne de l'argent et qu'on est bien tous ensemble et qu'on est vraiment là pour s'entraider. Je pense qu'on se dit vraiment, par exemple, entre nous, nos chiffres d'affaires, on s'aide, enfin, c'est vraiment très puissant, même si on a des activités professionnelles totalement différentes. On a fait aussi en 2023 50 événements partout en France. Et surtout, ce qu'on fait, enfin pas surtout, mais quelque chose d'ultra important, là vous avez vu, donc on est une association, donc il y a un bureau, on est 4 personnes au bureau et on est 2 femmes coprésidentes. Après, on a les membres du conseil d'administration et ça, c'est un élément ultra fort. On a une directrice, on embauche beaucoup de femmes qui sont extrêmement compétentes et c'est très important pour nous d'ajouter toute cette expertise de femmes dans ce milieu très, très masculin. Donc, par exemple, pour la cyclomobilité professionnelle, les personnes qui ont créé des entreprises qui sont des femmes, c'est seulement 10%. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc, c'est ultra important de montrer qu'on est là. C'est pour ça que je suis hyper contente que Vélo Québec m'ait invitée. Comme ça montre que nous, on est là, on est forte et on sait faire le boulot et on sait en parler et on est experte aussi. Donc, il y a presque 70% des entreprises qui sont seulement des entreprises de livraison seulement à vélo. Et il y a 200 opérateurs de cyclo-logistique en France. Donc là, on voit que ça représente 2400 emplois temps plein. Ça génère 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, on voit très clairement, ça c'est nous qui avons fait les études, que ça coûte moins cher au niveau de l'investissement du véhicule et c'est beaucoup moins polluant. Là, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est le choix du vélo. Il faut vraiment que le vélo, que ça soit un vélo solide, surtout pour vous, en plus, avec le poids déjà qu'on met, il faut qu'on se sente bien dessus, il faut qu'il soit bien stable, bien équilibré, et puis vous qui avez aussi des conditions climatiques parfois compliquées. Donc, ça, c'est très important. La question des batteries aussi contre le risque d'incendie, et puis vous contre le froid. Ça, c'est vraiment très important. Et en fait, c'est un sujet. En fait, je pense que c'est le premier des sujets. C'est choisir son vélo, pourquoi on l'a choisi. Et si on veut choisir un vélo, c'est vraiment important de contacter des personnes qui font ce métier et qui font ce métier depuis un petit moment. Ça permet de voir pourquoi ils ont choisi un premier vélo, pourquoi après ils ont choisi un autre vélo. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai choisi un premier vélo et pour mon deuxième vélo à gauche, j'ai choisi un autre type de vélo. Je pense que vous pouvez nous appeler si jamais vous avez des questions ou toutes les autres personnes que vous connaissez. Nous, on sera ravis de vous répondre. Les freins, donc déjà les aménagements cyclables. Je pense que si on avait tous des aménagements cyclables qui nous sécurisaient, on serait hyper heureux et ça engagerait des personnes à aller vers ce type de métier. Donc sécuriser, ça veut dire très clairement avec, séparer des motorisés. La peinture, ça ne sécurise pas. Les aménagements cyclables, il y a aussi faire des espaces de cyclo-logistique pour pouvoir garer et décharger son vélo facilement. Au niveau du foncier, c'est développer les hubs. Là, ici, vous avez la chance d'avoir des hubs avec Colibri. Donc là, ce sont des hubs de cyclo-logistique. Donc ça veut dire que vous avez le camion qui va décharger et après les vélos qui vont se charger du dernier kilomètre. Il y a aussi des hubs avec, comme par exemple à Nantes ou ailleurs, où vous avez différentes entreprises de cyclo-mobilité professionnelle qui sont ensemble, qui mutualisent les espaces. Ça, c'est important de les intégrer en fait dans les projets fonciers. Au niveau politique,
il faut absolument qu'on ait un avantage concurrentiel par rapport au thermique. Sinon, pourquoi les donneurs d'ordre iraient vers le vélo? En France, il y a une autre association qui s'appelle la FUB, c'est la Fédération des usagères et des usagers de la bicyclette, qui, eux, ont eu un C2E qui s'appelle Colis Active. Et donc ça, c'est ultra important. Ça permet d'avoir des réductions sur les colis qu'on fait livrer à vélo, en sec. Ça, c'est une super idée. Si ça pouvait être pérenne, ça serait le top. Et donc, bien sûr, faire connaître la livraison à vélo aux donneurs d'ordre. Ensuite, rendre le vélo cargo désirable. Ça, si on trouve qu'on est bien, qu'on est cool, si on montre notre différence à vélo, eh ben, on sera content de le voir. Voilà, donc je dis ne restez pas seul. Faire les bons choix à vélo, être accompagné pas à pas. Donc là, notre C2E, notre programme cyclogargologie aide à ça, pour vraiment aider à toutes les étapes. Aller voir des pairs qui sont à vélo, regarder le vélo, regarder comment il est chargé, essayer le vélo, enfin vraiment négliger aucune étape. Bien sûr, former les élus, parce que parfois, par exemple, moi, ma banquière, qui m'a fait un prêt pour mon deuxième vélo à gaufres, un prêt à 0%, très intéressant. Elle appelait parce qu'elle avait une question à poser. Elle dit « Oui, alors ma cliente… » Alors bonjour ma banquière. Hein. Ma cliente, elle est très gentille. Ma cliente, elle fait des gaufres qu'elle livre à vélo. Alors j'ai dit « Bah non. » Pourtant, j'avais expliqué, hein, je lui ai montré les photos, mais j'ai dit « Mais non, moi je suis restauratrice à vélo. Ça veut dire que je viens avec mon vélo et je fais les gaufres. C'est moi le traiteur. » Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à faire. Et là, ça passe vraiment par montrer les outils. Ah oui, alors ça, c'est ultra important aussi. Professionnaliser la maintenance des vélos cargo. Parce que quand on a une flotte de vélos cargo, ça peut s'abîmer très vite. On ne sait pas forcément réparer les vélos. Donc, nous, en France, à partir de 11 salariés, on a quelqu'un qui s'occupe de la maintenance pour les vélos. Et puis sinon, c'est bien d'avoir des systèmes d'abonnement chez la personne chez qui vous avez acheté vos vélos, qui s'occupe de la maintenance du vélo, donc qui sait qu'il faut que ça soit fait de manière rapide et efficace, et qui peut aussi s'occuper de la formation. Parce que quand il y a des nouveaux venus dans l'entreprise, c'est important de les former à comment prendre soin du vélo, comment se sentir bien avec le vélo. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc ça, c'est ultra important. Et puis la question des assurances aussi. Ça, c'est pas du tout encore réglé chez nous. On est dessus depuis plusieurs années et c'est pas encore fait. Donc là, c'est Caroline Faucon et moi. Alors, comment on est venu à être toutes les deux coprésidentes des boîtes à vélo France? Pour moi, me concernant, il y a 3 choses. La première, donc je suis devenue administratrice des boîtes à vélo France. Parce que j'avais envie, je faisais déjà un gros travail de plaidoyer avec les élus. Je n'avais pas du tout conscience que ce travail était aussi fait par ailleurs par notre chargé de développement. Et donc, pour nous asseoir dans nos fonctions, on a eu un séminaire d'intégration pour mieux comprendre tout ça. Et moi, je me suis sentie super mal, alors que je considère que je suis à l'aise. Et j'avais l'impression en fait que je n'arrivais pas à trouver ma place. Alors, autour de la table, il n'y avait que des hommes qui prenaient toute leur place comme ça. Alors, les mecs, vous êtes super. Là, je leur parle aux administrateurs, vous êtes très bien, très bons et tout ça. C'est juste qu'on vous a élevés pour prendre votre place, pour prendre la parole. Et nous, on nous a élevés pour être bien à côté, bien sage et on ne prend pas trop la parole. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez vous former, ce n'est pas vraiment de votre faute, mais vous avez la possibilité de vous former. Voilà, c'est dit et je vous aime, il n'y a pas de souci. Et moi, je me suis sentie hyper mal. Donc, j'arrivais déjà pas à être autour de la table. J'arrivais pas à prendre la parole. Alors, j'avais compris qu'il fallait lever la main et moi, j'étais comme ça. Et en fait, je voyais qu'ils étaient tous en train de se parler et moi, je n'arrivais pas à en placer une. Et j'étais vraiment, vraiment en colère. Deuxième chose, quelques jours avant ou quelques semaines avant, j'ai un administrateur de Nantes, d'où j'étais, qui m'appelait Madame la Présidente. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que tu seras présidente un jour, je te le dis pour que tu t'y habitues. Et ça a fait un petit chemin, en fait, dans la tête. Après, donc là, la même semaine que le séminaire c'était lundi, mardi. La même semaine, hop, j'avais un date Tinder normalement le vendredi. Le jeudi matin, il me dit, en fait, j'annule, je ne peux pas venir vendredi. Donc moi, je me suis retrouvée avec une journée libre du vendredi et je me suis dit comme ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je range mon appartement? Je me suis dit non.
Je me suis dit, je suis toujours en colère. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai envie d'être présidente. Mais je n'ai pas envie d'être seule. Parce que bien sûr, hein, on en parlait de cette élection. Toutes les femmes elles disaient, bah moi, de toute façon, j'ai pas trop le temps, j'ai les enfants, je vais être vice-présidente, je vais être vice-trésorière, enfin les trucs qui servent à rien, où on voit jamais les personnes, où on parle pas. Un grand classique. Mais moi, je me suis dit, je peux pas être présidente toute seule. En plus, je sais que j'ai pas toutes les compétences. Enfin, toute seule, je suis intelligente, mais à deux, on serait beaucoup plus intelligente. Et je savais avec qui je voulais être présidente. Caroline Faucon, elle est administratrice depuis beaucoup plus longtemps que moi. Elle est dans son deuxième mandat et son dernier mandat. Et elle a des grandes compétences techniques et on est aussi au niveau de l'histoire de l'association. Et je l'avais rencontrée à un congrès. Pour ça, c'est toujours important de se rencontrer, on échange beaucoup. Je l'ai appelée, je lui ai dit comment ça va, toi, le séminaire, tu te sentais bien Je lui ai dit, moi, j'étais en colère. Elle m'a dit, mais ouais, moi aussi. Mais moi aussi, en fait, ça va pas. J'ai dit, allez, on y va toutes les deux. Elle me dit, bah non, pas légitime, tout ça. Et Caroline, elle est super badass en plus. Enfin, on n'est même pas obligé d'être badass hein, pour être présidente. Mais c'est une fille, jamais je me serais dit qu'elle dirait qu'elle n'était pas légitime. Elle m'a dit, allez, on y va. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble pour se présenter. Ça s'est ultra bien passé. On dit toujours qu'on est coprésidente. Et quand on parle toujours de l'autre. Et on se dit les choses. On est ultra complémentaires au niveau de fonctionnement. Et ça fonctionne bien. Et en effet, à deux, on est vraiment plus intelligentes. Et je trouve que c'est fabuleux pour moi. Et on a un fonctionnement aussi qui est très sain avec les membres du conseil d'administration ou quand on a des décisions à prendre, où on ne peut pas trancher, ou des décisions qu'on trouve importantes, on parle avec eux. Et je trouve que c'est assez fluide. Et avec les salariés également. Donc ça, c'est notre histoire d'amour à toutes les deux. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la coprésidence? Je ne crois pas. Ça, c'est pour vous montrer ma vie avec mon vélo à gaufres. Donc là, c'est ma nouvelle remorque. Elle n'est pas encore hyper jolie parce que je ne l'ai pas floquée. Donc, il n'y a pas encore les décorations. Là, maintenant, le menu, aïe, il est accranché en haut. Je vous ai montré cette photo pour vous montrer que c'est un avantage concurrentiel énorme d'être à vélo, hormis le fait que c'est pas cher à l'achat. Donc moi, c'est un investissement de 16 500 €. La remorque que j'ai faite faire sur mesure, plus le vélo. Donc j'ai fait un prêt pour ça. Donc moi, en tant que mère célibataire, c'est un investissement moindre pour moi parce que je ne pourrais pas de toute façon, déjà j'ai pas envie, mais je ne pourrais pas avoir du foncier en fait, louer un restaurant, ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc là, c'est pour vous montrer qu'un camion, pour cette entreprise, pour sa fête d'entreprise, il ne passe pas dedans. Donc ça veut dire que moi, que ça soit été comme hiver, je rentre soit chez les gens qui sont mes clients, des particuliers pour des anniversaires ou des fêtes familiales, soit chez mes clients en entreprise. Donc mon métier, il consiste à préparer la pâte à gaufres, préparer mes ingrédients, ensuite à les charger sur mon vélo. Donc je charge toutes mes caisses, ça veut dire que je suis restauratrice, donc je suis cuistot, je suis aussi déménageuse. Donc heureusement, on ne m'appelle pas trop pour les déménagements. Donc je mets tout sur mon vélo. Après, hop, j'y vais à vélo. J'arrive, j'installe mon vélo et puis on y va. Voilà. Et c'est un moment qui est très convivial pour mes clients, qu'ils aiment beaucoup parce que, en fait, je ne suis pas tout le temps là. Ils n'ont pas une boutique. Et moi, mes gaufres, ce sont des gaufres en plus spéciales qui sont sur bâtonnet, qui sont fourrées. Et ils trouvent ça nulle part ailleurs. Donc, s'ils veulent me voir, il faut qu'ils aillent au festival où je suis parce qu'ils savent que j'y suis. Et ils ne se disent pas, bah, tant pis, on ira demain. Non, non, ils viennent vraiment aussi pour ça. Et ce qui est très rassurant aussi pour mes clients, c'est que j'indique tous mes ingrédients, tout est bio, local et sourcé beaucoup à des petites productrices. Donc là, ah oui, voilà. Donc j'ai une vue de, vous voyez, c'est comme dans un restaurant, donc c'est en inox, ça respecte toutes les règles d'hygiène. Donc mes deux gaufriers, tous mes ingrédients. Ensuite, j'avais des vidéos qui ne fonctionnent pas, mais je les mettrai sur mon Instagram vélo à gaufres. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous dise beaucoup de choses de plus sur mon activité du vélo à gaufres. Vous pourrez peut-être poser des questions après si vous voulez. Là, je vais vous parler de ma vie
à vélo cargo. Donc, ça sera intéressant après de parler avec Brigitte. Donc, ça, c'est mon ancien biporteur avec qui j'ai vécu de 2019 jusqu'à il y a 2 semaines. Donc là, je ne l'ai plus. Donc, vous voyez, il y a une caisse à l'avant. Avant, il y avait aussi une canopée qui permet de protéger du vent et de la pluie. Mais en fait, on l'a retirée parce que déjà, je peux mettre moins de choses. Enfin, je peux mettre des choses, mais en fait, mes enfants, au bout d'un moment, ils touchent avec la tête. Et en fait, ils trouvent ça rigolo quand il y a la pluie ou quand il y a la grêle. Enfin, ça ne les dérange vraiment pas du tout. Donc, on l'a retiré. Donc, ça, c'est mon vélo. Donc, pour vous dire, en fait, je fais tout, absolument tout. Moi, je n'ai jamais eu d'auto. Je suis toujours à vélo cargo avec mes enfants. Avant d'avoir le vélo cargo, eh bien, ils étaient avec leur petit vélo, la poussette ou l'écharpe, enfin, les transports en commun. Donc là, j'en ai que 3. Mais parfois, quand ils étaient plus petits, je pouvais transporter un 4e enfant en plus avec les cartables. Et là, c'est le vélo la veille que je ne l'ai plus en fait. Donc là, c'est avec mes enfants qui sont grands. Donc bien souvent, maintenant, mon grand, un des 2 ou 2 enfants sont avec leur vélo à côté. Mais là, mon fils avait la jambe qui venait d'être déplâtrée, donc il ne pouvait pas faire de vélo. Donc c'est vraiment bien pratique dans toutes les situations. Donc avec mon vélo cargo, j'ai vécu beaucoup d'aventures, notamment l'année dernière. On a fait notre première rando vélo avec. Cette année, on ne prendra pas le vélo cargo, mais l'année dernière, comme ma petite dernière elle vient d'avoir 5 ans, elle avait 4 ans, je me suis dit que si elle était fatiguée, eh bien, ça serait bien d'avoir le vélo cargo. Donc là, j'ai pris l'option de mettre tout dans des caisses ici et il reste une petite place sur le banc. Là, vous voyez, il y a son vélo que j'ai accroché sur le porte-bagages de ma petite dernière. Et quand elle était fatiguée, elle allait dans la caisse du vélo. Et c'était bien pratique. Donc ça, on est parti 5 jours. On faisait à peu près entre 25 et 36 km par jour avec les enfants. Voilà, notre tente. Oui, parce qu'un vélo cargo, enfin, ça sert aussi pour faire sécher le linge. C'est très pratique. Donc, je l'utilise pour tout, hein. Là, c'était un copain qui m'avait donné des vélos pour mes enfants. Donc, je transporte les vélos avec. C'est bien d'avoir des petits cordages à l'intérieur. Et puis, je fais aussi absolument toutes mes courses. Donc, ça, c'est important. Aussi, les courses du vélo à gaufres. Donc, aller chercher le sapin de Noël à la ressourcerie aussi, ça marche bien. Aller chercher des meubles à la ressourcerie aussi. Et je transporte aussi des êtres humains adultes. Donc là, ici, je vous présente ma mère, qui était super contente. Donc la première fois que je lui ai dit, écoute, pour aller de là à là, je t'emmène. Donc j'avais préparé pour qu'elle se prépare un petit peu psychologiquement. Et en fait, après, elle était hyper excitée. Elle était super contente. Et comme par hasard, tout le monde nous laissait passer dans la rue. Ça veut dire que les gens s'arrêtaient au stop. Ils ne me grillaient pas la priorité. J'étais pas frôlée. Et en plus, ils souriaient, ils faisaient coucou. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Je lui ai dit que j'emmènerais tout le temps. J'ai emmené aussi un de mes frères. Hop. Ce monsieur, c'est un élu d'une ville à côté de Nantes Métropole, de Sainte-Luce. Donc, il a testé. Et puis là, c'est aussi un autre copain. Lui, c'est le seul qui n'a pas aimé. Sinon, tous les autres veulent recommencer. Et c'est bien utile parce que moi, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Et donc, quand on revient d'une soirée, c'est moi, Sam. La personne, nous, en France, c'est Sam, la personne qui ramène les personnes. Et donc, c'est très pratique. Même une fois, j'ai ramené un copain qui était avec son vélo qui avait crevé. Donc, il était assis dedans en tenant son vélo. Enfin, voilà, c'est pratique pour tout. Eh bien, je vais conclure maintenant pour vous dire que le futur, déjà, c'est de vous rencontrer. Moi, je suis super contente d'être là. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Je pourrais vous mettre en relation avec d'autres personnes des boîtes à vélo, à aller voir nos études. Moi, je suis là jusqu'à dimanche. Si vous voulez qu'on se voit, si vous avez des projets, des idées, moi, je peux vous parler de ce que je connais. C'est avec plaisir. Nous, on a la filière France Vélo pour faire tous nos vélos cargo, l'industrie de A à Z en France. Donc là, notre gouvernement s'intéresse beaucoup à ça. Moi, ce qui m'importe beaucoup aussi, c'est la désirabilité. Je me suis entraînée, j'ai réussi à peu près à le dire, du vélo cargo. Et ça serait vraiment chouette que tout le monde se sente bien avec son vélo et pas qu'en se disant qu'un signe de pouvoir, de puissance, ça soit une grosse voiture, que le vélo cargo, les personnes se sentent bien. Et j'ai un signal assez fort. On a
Une entreprise qui s'est inscrite, donc là, on a notre congrès des boîtes à vélo France actuellement, une entreprise qui s'est inscrite auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est Toyota. Toyota vient, donc les voitures s'intéressent aux vélos cargo, notamment professionnels. Toyota vend les vélos, la marque 12. Donc, je pense qu'ils savent qu'ils ont besoin en fait de s'acculturer à la cyclomobilité professionnelle pour mieux vendre leurs vélos. Et c'est un signe très, très fort qu'une grosse entreprise comme ça vienne nous voir. Et je conclurai en disant que qu'est-ce que ça changerait pour vous si Laurent Duvernay-Tardif était vu avec un vélo cargo, qui transportait toutes ses affaires avec un vélo cargo et qui montre qu'il était heureux en vélo cargo, comme moi je peux l'être. Enfin, ça m'apporte beaucoup de joie en fait au niveau psychologique et physique. Et ben, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup, Marie-Astrid, de nous avoir fait part de ton expérience, non seulement personnelle, mais aussi professionnelle avec le vélo cargo. C'est quand même un phénomène qui est en émergence ici aussi. Alors, on a cru bon de réunir un petit panel pour que vous puissiez échanger ensemble sur la réalité du vélo cargo. Je vais t'inviter à revenir sur scène, mais cette fois, tu vas pouvoir être assise. C'est le grand luxe, donc. Et je vais également inviter, merci beaucoup, Julien Paquette-Verdi qui va se joindre à nous pour ce panel. Vous allez être collés serrés. Hein. Voilà. Donc, Julien est résident de Montréal depuis son enfance, où il a intégré la pratique du vélo très tôt pour effectuer ses déplacements quotidiens. Maintenant, père de 2 jeunes enfants, il fait partie du comité Locomotion, on aura l'occasion d'en parler, Locomotion Sud-Ouest qui a été lancé en 2022, où il contribue à améliorer l'accessibilité à des moyens de transport locaux et résilients, notamment avec des vélos cargo. Il est également urbaniste et ingénieur spécialisé en planification de la mobilité durable. Son travail l'amène fréquemment à réfléchir à l'organisation et aux critères de conception permettant d'améliorer la convivialité des réseaux cyclables. Donc, je propose Marie-Astrid ici, Julien en minorité au centre, et j'inviterai également Brigitte à se joindre à nous. Donc, Brigitte a 33 ans, elle est mère de 3 enfants, elle aussi, âgés de 3, 7 et 9 ans. C'est une ex-pâtissière présentement aux études en enseignement primaire et éducation préscolaire à l'UQAM. Résidente du quartier Huntsic à Montréal jusqu'à ce jour, elle a commencé à se déplacer à vélo assez jeune, mais c'est vers la fin vingtaine qu'elle a adopté le vélo comme mode de déplacement principal à l'année. Aujourd'hui, autant pour le transport solo qu'en famille, le vélo est toujours son premier choix, car elle est convaincue que c'est la meilleure manière de se déplacer en ville en toute saison. Et pour mettre la table un petit peu, je vous propose de regarder la vidéo dans laquelle Brigitte témoigne de sa réalité. Cette vidéo fera partie de la campagne À vélo cargo, tout est possible, qui sera lancée le 8 juin sur les médias sociaux et les médias traditionnels afin de démystifier l'utilisation du vélo cargo. Nous, la vacances, on fait du vélo l'hiver. Les gens ils pensent pas, mais le vélo cargo, c'est plus pratique et plus rapide l'hiver. De toute façon, on doit s'habiller avec les enfants pour sortir. Il fait froid l'hiver. Ils ont besoin d'avoir tous leurs habits pour jouer dans la neige. Dans la vie au rythme effréné dans laquelle on se fait souvent plonger, il faut profiter des interstices pour bouger. C'est une belle façon pour nous d'être actifs. Ça simplifie notre quotidien, finalement. On est plus efficace dans nos déplacements. On a une proximité avec les enfants aussi. Pendant les déplacements, on vient de l'école, de la garderie, ils nous racontent leur journée. Tout ça, c'est juste du plus dans notre vie. Je vois que des avantages. Il y a comme un esprit de communauté qui se forme rapidement. C'est une vie de quartier, c'est une vie de proximité qui fait en sorte qu'on se croise, on se salue. Hey, salut, hein? Ça va?
C'est sûr que l'hiver, il faut être prêt comme, à faire face à toutes sortes de conditions. Donc, il faut quand même adapter notre vélo pour l'hiver. Nous, on a fait le choix du vélo avec la boîte à l'avant. Ça me permet d'avoir une stabilité là, comme infaillible. J'ai jamais eu peur de basculer comme des fois sur mon propre vélo toute seule. En plus, avoir choisi le vélo avec la boîte à l'avant, ça nous permet de faire des activités qui demandent du transport de matériel. Nous, on est des abonnés de la bibliothèque, on y va régulièrement. On met tous nos livres dans la boîte sans problème avec les enfants. On a besoin de s'arrêter faire des courses sur le chemin, bien, c'est pas un problème. Il y a toujours de la place sous les pieds, devant les jambes des enfants. On a déjà transporté nos skis de fond à vélo, puis on a des places où on peut en faire proche de chez nous. Fait que ça nous permet vraiment de faire un éventail d'activités sans avoir besoin d'avoir recours tout le temps à l'auto. Donc vraiment, on fait beaucoup de choses là, à vélo. Je ne sais pas vous, mais moi, avec des beaux sourires comme ça, j'ai quasiment le goût qu'on se retrouve en hiver. Ça sent bien, oui. Très bien. Alors, j'aimerais commencer peut-être pour mettre la table sur ce panel à vous poser la question un petit peu les uns les autres. Puis, je vais commencer avec le minoritaire, avec Julien, puis ce sera à chacun son tour, de nous expliquer peut-être qu'est-ce qui vous a amené à vous mettre au vélo cargo. Oui, donc comme tu l'as mentionné en introduction, moi j'ai commencé à faire du vélo utilitaire très jeune, donc j'allais à l'école Le Plateau ici à Montréal, puis à partir de la 5e année, on n'a pas le droit là, d'avoir accès au transport scolaire, donc il faut trouver un autre moyen de se déplacer, transport collectif, mais moi c'était le vélo, donc la piste cyclable Rachel, c'était mon trajet quotidien là, à partir de 11 ans, donc j'ai commencé à cette époque-là, puis ça s'est poursuivi là, durant toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte, donc j'ai vraiment utilisé ce moyen de transport-là jusqu'à aujourd'hui pour faire mes déplacements à l'école, puis ensuite aujourd'hui au travail, évidemment. Et puis, avec l'arrivée des enfants, on a vu, moi et ma conjointe, une certaine limite là, à ce qu'on pouvait faire avec un vélo régulier. Donc, c'est-à-dire qu'en mettant notre fille à l'arrière sur le siège à vélo, ça devenait difficile de mettre des sacoches. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ceux qui ont des enfants. Donc là, on s'est intéressé justement à la solution du vélo cargo qui nous apparaissait vraiment comme quelque chose de très pratique où on allait pouvoir justement transporter notre enfant, mais en même temps, les choses qu'on allait transporter. Et donc, c'est un petit peu pour ça qu'on s'est intéressé à ça. Et en même temps, on avait toujours dans l'idée de réduire notre empreinte carbone en utilisant de moins en moins la voiture. Donc, on sait que nos déplacements à Montréal étaient toujours très courts. Parfois, on avait besoin de transporter des choses qui n'étaient pas possibles avec notre vélo. Donc, ça revenait répondre à ce besoin-là aussi, là, le vélo cargo. Donc, on a découvert Locomotion à peu près en même temps où on a eu cette réflexion-là. Pardon. Ah, OK, merci. Donc, on a eu cette réflexion-là à peu près en même temps, là, c'est ça, il y a à peu près 2-3 ans. Puis, on est arrivé avec Locomotion, là, qui arrivait justement dans l'arrondissement du Sud-Ouest où on demeure. Donc, on s'est impliqué. Puis, rapidement, j'ai pu réussir à parrainer un vélo cargo là, qui maintenant se trouve dans notre ruelle. Donc, je pourrais peut-être en parler un peu plus tantôt, mais finalement, c'est ce qui nous a amenés au vélo cargo. Merci, Julien. Brigitte, la révélation vélo cargo, dans ton cas, comment c'est arrivé? Oui, donc je ne serai pas très originale en disant que c'est aussi l'arrivée des enfants là, qui nous a un petit peu obligés à modifier nos manières de se déplacer. Mon conjoint et moi, on était déjà 2 cyclistes là, pour tous nos déplacements solo, mais on a voulu continuer ça avec les enfants. Donc, on a d'abord utilisé chariot de vélo, siège qu'on met à l'arrière, sur le porte-bagages, un petit peu comme tout le monde. Mais on s'est rendu compte que ça ne nous permettait pas finalement d'utiliser le vélo autant qu'on le souhaitait. Par après, à l'arrivée, dans le fond, de notre 3e enfant, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir un peu plus, puis à vraiment vouloir choisir un mode de vie qui correspondait mieux à nos valeurs, puis aussi à la réalité d'aujourd'hui, à ce qu'on voulait finalement, ce dans quoi on voulait éduquer nos enfants. Donc, c'est là qu'on a commencé à réfléchir à d'autres options. On a acheté notre premier vélo cargo usagé. C'est un vélo là, de type long porteur. Je pense que c'est le terme en français. Donc, on pouvait asseoir 2 enfants à l'arrière, puis on mettait un siège à l'avant pour le plus jeune. On a beaucoup aimé ce vélo-là, mais malgré ça, ça ne nous permettait pas une utilisation hivernale, encore une fois.
parce que, mine de rien, avec le poids des 3 enfants en hiver sur les sols glacés ou enneigés, dans le fond, on ne se sentait pas là, parfaitement en contrôle puis en sécurité avec nos enfants. Donc, on a encore poursuivi nos recherches, puis c'est là qu'on a entendu parler d'une subvention pour l'achat de vélos cargo, qui est un partenariat avec la Caisse d'économie solidaire, puis du Moulin Bicyclette. Et finalement, notre choix s'est arrêté vers le vélo cargo que vous avez vu là, dans la vidéo, entre autres pour la grande stabilité qu'il nous offre avec la boîte à l'avant puis les 3 roues, puis l'assistance électrique qui nous permet aussi vraiment, qui nous donne finalement un bon coup de main là, pour utiliser le vélo, même en hiver. Merci. Marie-Astrid, toi, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui utilisaient le vélo cargo? Comment tu es arrivée à l'adopter? Donc, je suis nantaise, mais tous mes enfants sont nés à Paris. Donc, j'ai passé 13 ans à Paris. Et à Paris, je faisais mes déplacements en transport en commun, en vélo. Et après, nous aussi, comme pour Brigitte, on a eu un 3e enfant. Et je ne me sentais pas, c'était avant le Covid. Donc, avant les coronapistes qui se sont développées à Paris, je ne me sentais pas du tout de faire de vélo là-bas. Et on n'avait pas en plus d'espace de garage pour sécuriser le vélo cargo. Donc, quand on est revenu dans ma ville à Nantes, on s'était dit avec le père de mes enfants qu'on allait prendre un vélo cargo ultra utile pour tout mettre tous les enfants et puis mettre tout. Voilà, donc c'est en arrivant en dehors de Paris. Merci. Donc, je vois un point commun, l'arrivée des enfants, puis je vois un facilitant dans chacun de vos cas. Dans un cas, ça a été une subvention, dans un cas, un mode d'accès à un vélo commun, dans un autre cas, un changement de lieu de vie. On sait aussi que les changements de lieu de vie peuvent être des bonnes occasions pour faire ce genre de prendre ce genre de tournant-là. J'aimerais peut-être que vous nous décriviez chacun un petit peu c'est quoi la réalité de vos déplacements quotidiens, les distances que vous parcourez, la routine, la run de lait. Ça ressemble à quoi un quotidien à vélo cargo? Brigitte? Oui, dans notre cas, le quotidien, le vélo cargo, vraiment, on l'utilise quotidiennement à l'année, donc en 4 saisons. Ça ressemble beaucoup à aller reconduire là, les 3 enfants tous les matins à l'école et la garderie. Puis, on l'utilise aussi, là, comme Marie-Astrid en parlait dans la conférence, pour toutes sortes de raisons. Donc, toutes les commissions pour les choses lourdes, encombrantes, faire l'épicerie pour 2 semaines, pour 5 personnes, ça se peut avec un vélo cargo, transporter de la terre, des plantes, toutes sortes de choses. Donc, vraiment, c'est fort utile et même transporter son conjoint qui s'est foulé la cheville, comme ça m'est arrivé l'été dernier. Donc, encore une fois, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Mais plus concret dans le quotidien, là, au jour le jour, chez nous, c'est rendu l'habitude de tout le monde s'habille en considérant finalement qu'on va se déplacer à vélo. Donc, on est rendu très efficace à ce niveau-là. On s'habille pour l'extérieur selon la saison. Puis, ensuite de ça, on a un trajet là, d'environ 2,5 km à faire pour aller reconduire les enfants. Donc, on fait ça matin et soir. Et voilà, c'est le gros de nos déplacements. Merci Brigitte. Marie-Astrid, toi, ça ressemble à quoi les déplacements au quotidien? C'est comme Brigitte. Moi, j'ai calculé que je faisais 6 allers-retours par jour en moyenne, que ce soit du coup pour les enfants, les activités extrascolaires, aller chercher le matériel pour, ou les ingrédients pour le vélo à gaufres, aller à tous mes rendez-vous comme ça. En fait, je mets le sac dedans, je ne pose pas de questions. Ah mince, j'ai oublié d'acheter ça, comme ça je mets dedans, hop, je ne me pose pas de questions. Donc j'ai calculé, c'est un peu comme toi. J'ai par trajet, en gros, entre 2,6 km les trajets usuels et 4 km. Donc ça fait à peu près entre 30 et 50 km par jour. Je crois qu'il y a peut-être 3 jours dans l'année où je ne prends pas mon vélo. C'est vraiment tous les jours. Quelques petits kilomètres à la fois, ça s'additionne. Si tu faisais partie du défi du mois du vélo en ce moment, peut-être que tu nous clencherais tous. Julien, la réalité dans votre famille, ça ressemble à quoi? Oui, donc nous, on utilise un vélo partagé. Donc, pour laisser la chance aux autres de l'utiliser également, c'est ça. Nous, c'est moins fréquent, donc pas nécessairement au quotidien. Aussi, le vélo qu'on a, nous, c'est aussi un vélo triporteur, donc avec une boîte à l'avant et il n'est pas motorisé. Donc, c'est sûr que nos trajets, je dirais qu'ils sont limités là, à un rayon d'environ 5 à 6 km, ce qui est une distance
quand même raisonnable avec un vélo cargo bien chargé. Et ce qui fait en sorte que souvent, quand je vais travailler, ben, je vais prendre le siège de vélo et quand je suis en télétravail, ben, là, je vais en profiter pour aller porter ma fille avec le vélo cargo là, le matin à la garderie et la chercher le soir. Et puis évidemment, ben, on utilise le vélo cargo aussi pour faire à peu près ce que Brigitte a mentionné, donc tous les déplacements qui nécessitent d'aller quelque part avec des enfants, avec du matériel, aller chercher des choses encombrantes là, dans un rayon, encore une fois, acceptable. Et puis ça, c'est très pratique pour ça. Puis rapidement, comment on fonctionne, étant donné que c'est un vélo partagé, ben, nous, on va sur l'application ou en fait le site web Locomotion. On indique, là, dans le fond, à quelle heure on voudrait l'emprunter, ce qui nous indique s'il est disponible ou pas. Après ça, bon, on se prépare, on s'habille en fonction de la météo. On l'utilise l'hiver aussi. Là. Il y a un petit toit ainsi que des pneus d'hiver là, qui sont installés avant le 15 novembre. Et puis, dans le fond, après ça, on va au vélo cargo, on débarre le petit abri avec le code qu'on a reçu dans l'application et puis on s'installe et on part. Donc, c'est un petit peu ça, notre utilisation. Fait que la technologie n'est pas dans le vélo, mais elle est quand même utile dans l'accès au vélo. Ce que je note, c'est que ça semble faire l'unanimité chez les parents, le vélo cargo, mais vos enfants. Comment ils trouvent ça, vos enfants, l'expérience du vélo cargo? Puis est-ce qu'ils comparent à une voiture? Peut-être, je ne sais pas qui a envie de me parler de ça. Comment vivent vos enfants dans l'expérience vélo cargo? Brigitte, peut-être? Oui, bien sûr, je peux me lancer. Pour mes enfants, ce que ça change, là, le vélo cargo, je dirais d'abord leur bien-être physique. Ça a l'air banal, mais nous, on a trois enfants qui ont le mal des transports, donc ça fait une différence d'être à vélo versus en voiture. Il n'y a jamais personne qui a mal au cœur à vélo. Il n'y a personne qui se plaint qu'il fait trop chaud. Il n'y a personne qui se plaint que ça pue en entrant dans le vélo non plus. Donc, vraiment, ils sont bien en tout temps. Et ça, c'est fort agréable plutôt que de se battre avec eux pour les faire entrer dans une voiture. Mais aussi, une autre chose que je trouve vraiment agréable, finalement, c'est la proximité de moi avec les enfants, puis la proximité des enfants entre eux. Donc oui, ça facilite mes échanges avec eux en cours de déplacement. C'est vraiment facile de s'arrêter n'importe où s'il y a un besoin quelconque. Puis aussi, ben, entre eux, la proximité, je constate que ça favorise la conversation entre eux. Jamais ils trouvent que le trajet à vélo, il est trop long. Parce qu'à vélo, ben, ils lisent, ils discutent, ils chantent, ils écoutent des histoires audio. Donc, ils sont bien occupés. C'est des moments qui sont agréables pour eux, puis c'est des moments qui sont agréables pour nous, parce que pendant ce temps-là, ben, comme ça a été mentionné, je pense aussi plus tôt, là, je m'occupe de mon bien-être mental et physique à tous les jours. Merci, c'est un beau témoignage. Marie-Astrid, tes enfants, comment ils vivent ça? Moi, je crois que mon aîné est plus âgé que vos enfants, non? 10 ans? 9 ans. 9 ans, OK. 3, ouais. D'accord. Et en fait, mon aîné, maintenant, il a vraiment un besoin d'autonomie. Donc, quand vraiment, il n'y a pas le choix, quand on va loin, il va dans le vélo, mais sinon, il veut avoir son propre vélo. Après, je les laisse choisir. En fait, ils ont vraiment le choix. Donc, moi, ils adorent le vélo. Donc, pareil, moi, ils écoutent la musique. Mes filles, elles écoutent la musique à fond et elles chantent. Et c'est trop drôle parce que quand on rencontre des gens, ils sont super contents de voir mes enfants joyeux dans le vélo. Des fois, ils se disputent aussi. Ça arrive. Ça arrive parfaitement aussi. Donc, dans ces cas-là, je m'arrête, comme tu disais, hein, je m'arrête. Ils sont très contents. Là, mon fils, là, j'ai commandé un nouveau vélo cargo qui est rose. Pour l'instant, mon fils ne veut pas aller dedans. Donc, je suis assez embêtée en tant que maman féministe qu'il n'aime pas le rose, mais c'est en discussion. Mais ils sont contents et pour eux, le vélo, c'est juste naturel. En fait, moi, j'ai jamais eu de voiture, donc c'est... Et on met les vélos dans le train aussi. Ça paraît surréaliste, là, ici. Wink, wink, via rail, juste des vélos réguliers. Donc, mettons des vacances, tu es capable de combiner le vélo cargo et le train? C'est ça que tu es en train de Par dire? exemple, l'été dernier, on est parti de Nantes pour faire une partie de la Loire à vélo. Donc, on est parti de Nantes, c'était facile. Et là, on va continuer la Loire à vélo. Donc, ça veut dire qu'on va s'arrêter là où on s'est arrêté. On va y aller en train avec les vélos. Mais on a déjà fait ça. Des fois, on fait des balades avec les enfants. Tiens, on va là, on met les vélos dans le train, puis après, on est autonome. On va faire ça, puis après, on va aller là-bas et on va revenir en train. Avec un vélo cargo. Donc, alors, un vélo cargo, c'est interdit. En revanche, là, j'ai un vélo qui tire la remorque. C'est un mid-tail. Donc, ça veut dire que c'est un long tail si on peut mettre des enfants à l'arrière. Mais en fait, visuellement, il ne fait pas vélo cargo et c'est passé. Incognito. J'aime bien, c'est subtil.
Furtif. Très bien. Merci beaucoup. J'ai aussi envie de poser la question, comment d'utiliser un vélo cargo au quotidien, comment ça change notre expérience de l'espace public? Puis j'ai peut-être envie de poser la question particulièrement à Julien, parce que ça, c'est un peu ton métier, l'espace public en tant qu'urbaniste. Comment ça a changé ta vision et ta pratique professionnelle de te déplacer à vélo cargo? Donc, on a combien? 30 minutes pour répondre? J'en aurais long à dire, mais je vais me limiter à l'essentiel. Évidemment, c'est sûr que de se déplacer à vélo, on ne voit pas la ville de la même façon que si on se déplace à pied ou en voiture. Là. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Évidemment, on a tendance à regarder un peu plus autour de nous là, quand on marche, quand on est en vélo, on se déplace plus lentement. Et bien, évidemment, vélo cargo, on a une vision différente que quand on est juste sur un vélo régulier. Premièrement, au niveau des aménagements cyclables. Donc, c'est sûr que de façon générale, on a une meilleure interaction là, avec notre environnement, on a une meilleure visibilité de l'espace et des gens qui circulent. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Puis, pour les enfants aussi, je pense que c'est très bénéfique. Là, ils peuvent interagir avec leur environnement. Maintenant, au niveau de ce que ça change pour comment on design, ben, je vais me concentrer au niveau des aménagements cyclables. De façon macro, le vélo cargo, ce qui ça m'a fait réaliser, ou en fait, ce que je savais, mais que j'ai appliqué dans mon métier, c'est que bon, les aménagements qu'on considère comme étant les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire les aménagements cyclables unidirectionnels qui sont larges, bien, il y a des raisons pour lesquelles on les fait comme ça. Donc, en vélo cargo, qui mesure parfois, souvent, en fait, 1,5 m de large, si on fait une piste cyclable qui en mesure 1,8, aucune chance que je puisse dépasser un autre cycliste. Là. Donc, évidemment, même chose sur une piste bidirectionnelle où, quand on va croiser un autre cycliste, ben, on va être beaucoup moins confortable étant donné la largeur. Et bon, c'est ça, moi, en vélo cargo non motorisé, je vais aller moins vite, donc je vais laisser les gens me dépasser. Donc, on veut des aménagements qui sont unidirectionnels, larges. Donc, ça vient justifier le besoin, un peu, un vélo cargo par rapport à ça. Et évidemment, la séparation physique là, va être encore plus justifiée, je vous le dirais, parce que sur un vélo cargo, souvent, ben, on va transporter des enfants. On aime avoir ce sentiment de sécurité que nous procure une séparation par une bordure ou même une rangée de stationnement. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on connaît, qui sont essentiels, positifs pour un des aménagements cyclables, mais qui viennent être confirmés par l'utilisation du vélo cargo. Et puis, je terminerai juste au niveau des aménagements cyclables en disant que souvent, ben, en utilisant le vélo cargo, je m'en suis rendu compte, c'est les petits détails qui vont faire en sorte que des fois, des aménagements parfois très intéressants deviennent non accessibles ou très peu pratiques en vélo cargo ou avec même des fois une remorque. Quand je parle, par exemple, d'une chicane qui peuvent empêcher l'accès complet à un aménagement. Donc, on peut penser à certains ponts auxquels on ne pourra pas avoir accès en vélo cargo ou avec des remorques parce qu'il y a une chicane, ou d'autres petits détails dans l'aménagement comme une petite dénivellation dans un virage. Si on change d'un aménagement sur rue à hors rue, si on a une dénivellation, ben, c'est difficile à passer. On va peut-être continuer sur la rue, moins en sécurité. Même chose avec les rayons de virage. Ça semble anodin, mais en vélo cargo, on veut prendre des virages qui sont plus larges à cause de l'empattement et également à cause de la vitesse à laquelle on circule. Donc, c'est tous des éléments qui viennent influencer ma pratique et j'espère celle des autres. Là. Donc, le vélo cargo, il faut s'adapter au niveau des aménagements, c'est certain. Une petite mise à niveau qui est nécessaire. J'ai aussi envie de poser la question à nos deux panélistes féminines. On sait que l'expérience de l'espace public en tant que femme est différente. Il y a toutes les questions de sécurité routière, mais juste aussi de sécurité dans l'espace public. Quelle est votre expérience de la circulation à vélo cargo en tant que femme? Et est-ce que ça vous apporte un plus d'être en vélo ou en vélo cargo? Ben, c'est sûr que je n'ai pas une expérience d'urbaniste là, à ce niveau-là, mais oui, ça change quelque chose pour moi quand même de me déplacer à vélo cargo. Par rapport à mes enfants, oui, j'ai un plus grand sentiment de sécurité d'avoir le vélo avec la boîte. En tout cas, ça me donne l'impression qu'ils sont mieux protégés. Mais puis aussi, oui, ça change ma manière de me déplacer dans la ville. J'ai l'impression de vraiment mieux connaître la ville, connaître les chemins. J'ai à la base un très mauvais sens de l'orientation, mais me déplacer à vélo, ça me permet d'enregistrer les chemins que je prends, ça me permet de sentir que je maîtrise les trajets que je parcours, puis de savoir où je m'en vais. Donc, oui, pour moi, ça fait toute une différence.
Marie-Astrid, dans un pays où peut-être des problématiques comme le harcèlement de rue et des choses comme ça sont peut-être un petit peu plus présentes qu'ici, toi, le vélo en tant que femme, le vélo cargo en tant que femme, est-ce que ça a changé ton rapport à ça? Que ça soit le vélo cargo ou le vélo par cargo, moi j'estime que je suis totalement en sécurité dans la ville. Et avec le vélo à gaufre, je peux rentrer des fois à 2 heures ou 3 heures du matin et je rencontre absolument aucun problème. Je suis même encouragée par les passants qui adorent me voir. En revanche, la difficulté que je rencontre, je pense qu'elle est accentuée en tant que femme, ce sont les violences motorisées. Donc là, le fait d'être déplacée, d'être frôlée, d'avoir des queues de poisson ou que des portières s'ouvrent, qu'on ne regarde pas, qu'on me brûle la priorité. Et en plus, ben moi, je suis cycliste depuis 1985, donc depuis qu'on m'a retiré les petites roulettes, donc 5 ans. J'ai jamais arrêté de faire de vélo, donc je prends absolument ma place. Et je pense que le fait qu'une femme prenne sa place sur la rue et dise aux automobilistes que c'est moi qui respecte le code de la route, ça ne leur plaît pas du tout. Et je pense, j'en ai parlé avec pas mal de cyclistes hommes, je pense que moi, ce que je peux subir en violence motorisée, c'est beaucoup plus grand. Et les insultes. Mais ça ne retire pas en fait tout le plaisir que j'ai d'être à vélo. J'ai quand même calculé, moi, que j'ai quand même à peu près 3 violences motorisées par jour. Donc, ce n'est pas beaucoup par rapport en fait à tous les automobilistes que je rencontre. Mais des fois, c'est usant et des fois, on fait des groupes de parole entre copains, que ce soit entre femmes ou entre hommes, où on a besoin de se parler. En fait, on a besoin de dire, là, il m'est arrivé ça, est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît, j'ai besoin d'en parler. Donc, en tout cas, à vélo, moi, je trouve une grande sécurité. Et j'ai pas peur. Enfin, j'ai pas peur. J'ai peur que des automobilistes, en fait. Merci. J'imagine que là aussi, la solution passe par les infrastructures. On ne le dira jamais assez. Donc, je comprends que ça peut être aussi un frein à l'adoption du vélo, le fait qu'on ait à cohabiter avec des véhicules motorisés et leurs conducteurs et conductrices. J'aimerais parler également des facilitants. Julien, tu nous as mentionné tantôt la locomotion, puis on en entend parler depuis tantôt. Pour les gens qui ne sauraient pas en quoi ça consiste, peux-tu nous expliquer comment toi, tu as eu accès à un vélo cargo sans le débourser de ta poche, dans le fond? Tout à fait. Donc, Locomotion, en fait, c'est une plateforme qui est implantée à Montréal, dans différents quartiers, qui est, dans le fond, est présente pour faciliter le partage de vélos cargo, évidemment, mais aussi de remorques à vélo et de véhicules là, dans certains quartiers. Donc, c'est une organisation qui est, dans le fond, sans but lucratif et qui est surtout menée par les bénévoles dans chacun des quartiers ou arrondissements dans lesquels elle est implantée. Donc, c'est la plupart des véhicules, là, on peut parler de véhicules là, quand on parle de remorques ou de vélos cargo, sont la propriété de Locomotion, donc qui ont été acquis à travers, par exemple, des subventions ou d'autres différentes activités. Et par contre, ils sont toujours parrainés ou marrainés par des citoyens bénévoles qui vont en prendre soin. Donc, souvent, ils vont les placer près de chez eux, vont s'assurer qu'ils sont en sécurité, que les pneus sont gonflés, qu'ils sont en bon état et qui vont être également des personnes ressources si jamais les gens qui veulent l'emprunter ont des problèmes. C'est important de mentionner, c'est ça que cette plateforme-là, elle est vraiment là pour bénéficier à tous. Donc, c'est-à-dire que c'est totalement gratuit là, pour emprunter un vélo cargo ou une remorque à vélo. Évidemment, il y a toujours une contribution volontaire, mais c'est vraiment là pour fournir des alternatives le plus possible dans les quartiers où c'est offert. Donc, c'est vraiment dans ce but-là que c'est là. Et c'est ça, voilà. Donc, Locomotion, c'est la façon dont ça fonctionne, là, de façon plus technique, c'est que c'est sur un site web et ça ressemble beaucoup à une application. Donc, c'est très facile là, de s'inscrire et c'est un système qui fonctionne sur l'honneur. Donc, on fournit une pièce d'identité, le comité le valide et après, hop, on peut emprunter un véhicule sur l'application. C'est très facile à utiliser, c'est très visuel. On peut voir sur la carte les véhicules disponibles ainsi que leur disponibilité. Donc, très, très, très bénéfique, je crois, pour l'ensemble de la société. Et typiquement, le modèle de vélo cargo que tu utilises au quotidien, si tu avais dû l'acheter toi-même, il coûterait combien? Donc, nous, c'est ça, c'est un modèle qui est non motorisé, là, donc c'est pas dans les plus dispendieux, mais environ 3 000, 3 500 peut-être, là, je dirais. D'accord. Et Brigitte, toi, ton premier cargo était un vélo cargo usagé. Et tu es ensuite passé à l'électrique. Penses-tu que c'est un investissement? Tu as pu bénéficier d'une subvention grâce à un système de financement avec la Caisse d'économie solidaire. Est-ce que c'est un investissement que tu aurais fait, un vélo cargo neuf, d'emblée, au prix que ça coûte?
Non, en fait, même que je suis allée un petit peu vite là, en expliquant notre parcours tantôt, mais on est aussi passé par l'utilisation de locomotion parce qu'il l'a dans le quartier Huntsic. Donc ça nous a permis, avant même de considérer l'achat d'un vélo cargo électrique, d'essayer le partage de vélos. Mais dans notre cas, vu qu'on voulait en faire une utilisation quotidienne, justement, on se disait on ne peut pas comme héberger un vélo puis l'utiliser tous les jours puis pas permettre aux gens parce que là, ça va contre le principe du partage de vélo. Donc, c'est après ça, finalement, là, qu'on s'est tourné vers l'achat pour avoir notre propre vélo. Puis, mais ça nous a quand même permis finalement là, d'essayer pour avoir une idée de ce qui était intéressant et qui se convenait bien à nos besoins. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coût de votre vélo cargo? Puis est-ce que tu as fait un petit peu les maths pour savoir comment ça se compare, par exemple, à l'utilisation d'une auto? Est-ce qu'au final, tu fais un bilan financier positif ou tu dis non, c'est un investissement que je fais pour ma qualité de vie? Oui, on a fait quand même quelques calculs pour avoir une idée là, de ce que ça représentait les coûts finalement de choisir le vélo cargo comme transport principal versus si on avait choisi la voiture comme transport principal. Bon, c'est sûr que c'est une estimation avec notre réalité, mais quand même, pour ce qui est du vélo cargo, donc celui que nous avons à l'achat, c'était environ, là, si j'arrondis à la hausse, là, 10 000 $. Donc, comme Julien disait, c'est sûr qu'avec l'assistance électrique, on est dans une autre gamme de prix. Mais ensuite, le seul autre frais qui vient, mais ce serait l'entretien annuel du vélo. Puis là, ben, on parle en moyenne d'environ 300 $ par année pour faire entretenir notre vélo. Comme on n'a pas les compétences mécaniques que ça prend, on choisit de le confier à des mécaniciens professionnels. Puis si on pense finalement là, à l'utilisation de la voiture comme moyen de transport principal, nous, on avait utilisé là, le calculateur CAA pour nous permettre là, de calculer ce que ça nous coûtait par année. Puis, pour notre part, avec notre véhicule familial usagé qui, à l'achat, finalement, ne nous avait pas coûté beaucoup plus cher que notre vélo, on avait quand même réalisé que par année, avec évidemment l'essence, mais aussi les frais d'immatriculation, permis de conduire, assurance, etc., ça revenait à environ 6 000 $ par année pour l'utilisation de notre voiture. Donc, oui, en utilisant principalement le vélo cargo, maintenant, on réduit vraiment de beaucoup l'utilisation de la voiture. Puis, ben, certains qu'ici, on fait le choix entre les deux. On est gagnant avec le vélo cargo si on choisit de ne plus être propriétaire d'un véhicule. Mais, mis à part peut-être l'économie d'argent, personnellement, ce qui m'importait le plus, je pense que, niveau environnemental, le vélo gagne haut la main. Puis l'économie de temps aussi, qui peut paraître négligeable, mais honnêtement, en n'étant jamais pris dans aucun bouchon de circulation, en cherchant jamais de stationnement, en déneigeant jamais ma voiture et mon entrée et en partant toujours à l'heure qui me convient. Puis même, j'ajouterais que l'assistance électrique, ça nous assure finalement de toujours avoir le rythme souhaité. Donc, je peux vraiment estimer avec beaucoup de précision le temps que ça va me prendre pour me rendre du point A au point B. Parce que même si on est bien fatigué une journée, même s'il y a beaucoup neigé puis on sait que la neige va nous ralentir, bien là, dans ce temps-là, l'assistance électrique, elle compense puis on peut quand même prendre le même temps habituel pour se déplacer. Donc, pas besoin de se fier aux informations d'Yves des Hôtels qu'on salue. À vélo cargo, tout est possible, même prévoir son temps de trajet. Ceci étant dit, ça reste quand même un investissement. Puis, on se dit, on a des subventions pour l'achat de véhicules électriques qui vont aller en réduction dans les prochaines années. Mais Marie-Astrid, je pense qu'en France, le gouvernement est un petit peu plus volontaire pour encourager les ménages à passer au vélo cargo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des dispositifs de subvention et d'aide à l'acquisition des vélos cargo? Ça ressemble à quoi en France? Alors, pour les vélos cargo personnels, c'est à la discrétion de chaque métropole.
Donc, par exemple, moi, la métropole de Nantes, j'ai plus droit aux aides. C'est par rapport à un coefficient CAF, par rapport à nos revenus, par rapport au nombre d'enfants, c'est un calcul. Après le Covid, on avait tous droit à une aide pour pouvoir acheter un vélo cargo. Là, maintenant, pour le vélo là, que j'achète, j'ai pas d'aide, il me semble. Attendez. Si ça... Oh, je ne sais plus. En tout cas, je connais les aides pour les vélos cargo professionnels. Donc, on a une aide nationale jusqu'à 1 000 € et c'est moins que chez vous. Hein. Et moi, sur la métropole, j'ai 600 €. Donc, ça fait 1 600 € d'aide à demander nous-mêmes de manière spontanée. Ce n'est pas comme pour les voitures où c'est directement le concessionnaire qui a l'aide et donc on paye moins. On ne paye pas à l'achat. Nous, on paye tout à l'achat et après, on a l'aide après. Par exemple, j'ai eu l'aide des 1 000 € mais j'attends encore celle des 600 €. Désolée de ne pas être précise pour les vélos perso. Ça a changé, j'ai oublié. Pas de problème. Sachez qu'au Québec, pour des usages professionnels, il existe le programme éco-camionnage. C'est peut-être pas très intuitif d'aller chercher une aide pour le vélo cargo au programme éco-camionnage, mais sachez que c'est possible également. Merci beaucoup pour ces réponses à mes questions. Avant d'ouvrir les questions à la salle et au public qui nous suit en ligne, j'aurais envie de vous partager une autre vidéo de notre campagne. Donc, pour bien situer les choses qu'on a fait dans la campagne et ce qui roulera dans les prochains jours, c'est que d'une part, on est allé documenter la réalité de 4 familles qui utilisaient déjà le vélo cargo au quotidien. Et puis, en complément, on a fait un petit appel à candidature pour des familles qui n'utilisaient pas encore le vélo cargo, mais qui étaient curieuses de le faire. Et on leur a prêté un des vélos cargo de Dumoulin à l'automne. Et on est allé documenter quelle était leur expérience et comment ils vivaient cette adoption du vélo cargo pendant quelques saisons. Donc, c'est ça qu'on va vous montrer cette fois-ci avec la vidéo de Joanie. Donnez-moi un instant. On la regarderait en boucle, mais c'est pas ça. Si je ne m'abuse, on vous présente Joanie et sa famille. Je m'appelle Josiane Régimbal, je suis orthophoniste en pédiatrie. Puis le vélo cargo, c'est quelque chose qu'on voulait essayer. Suite à un voyage en Scandinavie l'année passée, Copenhague, on a vu des familles se déplacer avec ça. Au quotidien, l'épicerie, l'école. Puis là, je me suis dit, hey, wow, c'est vraiment quelque chose que je veux ramener de ce voyage-là. Essayer d'intégrer ça dans notre vie de famille, mais ici, à Québec. Josiane, bienvenue chez Dumoulin Bicyclette. Aujourd'hui, je vais te montrer les 2 vélos que tu peux choisir pour cette expérience de vélo cargo pour faire le maximum de déplacements en vélo et éviter de prendre ton gros char. On l'a vraiment intégré dans notre routine, dans notre quotidien de famille. Ça s'apprend bien la conduite du vélo en ville, tu sais. J'avais peur que ce soit difficile, signalisé, puis tout ça. Finalement, j'étais hyper confortable. Si ma fille est avec moi, par exemple un matin que je la dépose à la garderie, je me suis procuré un bac qui va rentrer à ce moment-là à l'avant du vélo cargo, mais qui me permet de faire mes rencontres de stimulation, mes interventions. Mon bac rentre, je l'attache, puis je suis partie. Donc c'est sûr que c'est facile, là. C'est sûr que ça a un impact, là, matin qu'à gaz, la baisse bien moins, puis j'ai pas besoin d'aller d'en remettre, là. On recharge la batterie. C'est ça la nouvelle habitude, c'est de dire « Ah, ma batterie de cargo est un peu déchargée là, ce soir, je vais la charger. » Est-ce que je vais être capable de me passer du cargo? Je penserais pas, honnêtement. Ou si je le fais, ce serait difficile. Côté budget, on voit ça un petit peu comme les voyages. C'est-à-dire qu'on fait des choix de vie qui nous permettent de partir en voyage parce que c'est important pour nous, c'est notre passion, puis tout ça. Fait que, au niveau du vélo cargo, c'est un peu la même chose, là. On se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir couper un peu pour pouvoir mettre de l'argent là-dedans parce que ça nous apporte plein de choses au quotidien. Moi, j'avais vraiment ce rêve-là de se dire « Hey, on va pouvoir embarquer toute la famille dans le vélo cargo. » C'est sûr qu'au niveau des dimensions, c'est un peu limite, mais honnêtement, ça se fait. Je dirais que c'est du bonheur. Bien,
Tu sais, comme le matin, là, partir, travailler, là, il y a quelque chose de le fun dans le cargo. Lucie est motivée, ça y tente de partir parce qu'on s'en va en vélo. Je pense que c'est des petits moments de bonheur, de liberté aussi. C'est comme facile. Ouais, la douceur, du bonheur. Alors, Josiane, désolée de t'avoir débaptisée et appelée Joanie. J'espère qu'elle m'excusera. Alors, avec ceci commencerait la période de questions du public. Je vous propose d'alterner entre les questions de la salle et les questions qui seraient posées par les personnes qui nous suivent à distance. Il y a un micro qui se situe là, donc ceux et celles d'entre vous qui auraient des questions à poser à nos panélistes, en fait, je vous inviterai à vous présenter et poser une question relativement courte pour qu'on laisse vraiment la chance à tout le monde de poser sa question. Qui veut se lancer? Bartek. Oui, allô? Je suis Bartek, ancien employé de Vélo-Québec et employé actuel de la Ville de Montréal. Question, en fait, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de l'entreposage des vélos. Donc, autant à domicile, quand il n'est pas en utilisation, mais aussi à destination. Donc, pouvez-vous un peu nous parler de comment vous faites, en fait? Pour moi, ce serait un enjeu si jamais j'en avais un parce que j'habite en appartement, je n'ai pas de garage, comme on a vu dans la vidéo. Mais aussi, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des gens qui se demanderaient aussi comment on fait pour empêcher le vol, notamment à destination, mais à la maison aussi. Donc, je vais vous entendre là-dessus. Julien, peut-être, puisque tu accueilles gracieusement un vélo pour l'ensemble de ton quartier, comment tu t'y prends? Oui, donc dans le fond, nous, le vélo qu'on parraine, il est situé sur l'espace public, là, dans une ruelle. Puis pour le protéger des éléments et aussi décourager le vol, on a construit un abri, là, donc en bois bien standard, mais très esthétique, donc qui s'intègre bien dans l'espace public. Puis j'imagine que ça pourrait être également une solution pour quelqu'un qui voudrait l'entreposer dans sa cour. Maintenant, c'est sûr que ça pose, je crois, un enjeu pour les gens qui voudraient posséder un vélo cargo dans un espace un peu plus dense, là, dans un condo, quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est important que les promoteurs immobiliers, mais également les employeurs offrent maintenant de considérer cet aspect-là à chaque fois qu'on réfléchit aux espaces de stationnement, qu'on réfléchisse non seulement au stationnement vélo régulier, mais aussi au vélo cargo, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas le même espace qui est consommé. Quand j'arrive au travail, il y a toujours 1 ou 2 vélos cargo qui est stationné, mais on ne pourrait pas en mettre autant que des vélos standards. Donc, c'est important de réfléchir à ces questions-là, puis de pousser pour que justement sur nos lieux d'emploi et dans les bâtiments un peu plus denses, là, que ça soit réfléchi et intégré. Là. Merci. Brigitte, chez vous, ça ressemble à quoi? Oui, bien, c'est sûr que nous, on a la chance d'avoir un garage où on reste présentement. Donc, notre garage, il sert pour les vélos. Donc, oui, à la maison, c'est là qu'on le rentre puis qu'on le branche quand on a besoin. Par contre, quand on arrive à destination, ben, on le barre comme tout vélo. Puis, personnellement, je n'ai jamais été inquiète à ce niveau-là. Là. Je n'ai jamais eu peur qu'il se fasse voler plus qu'un autre vélo. Mais donc, je pense que ça peut vivre à l'extérieur aussi. L'enjeu peut-être avec l'assistance électrique, je me demande si un vélo avec une batterie qui reste à l'extérieur tout le temps, si la batterie se déchargerait, mais j'imagine qu'à ce moment-là, je rentrerais uniquement la batterie à l'intérieur pour éviter qu'elle se décharge trop rapidement. Donc, ça ressemble à ça de notre côté. Marie-Astrid, c'est une excellente question parce que c'est vraiment un des gros problèmes. D'ailleurs, l'association La FUB, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, a un C2E, un programme qui s'appelle Alvéole, qui est pour sécuriser justement notamment les vélos cargo. Et ça serait vraiment super que ça puisse continuer. Donc moi, c'est un gros problème pour moi. Donc moi, j'habite en appartement. C'est mon seul investissement foncier. Je loue un garage pour mettre mes vélos à gaufres. J'ai tellement peur de me faire voler le vélo qui tire la remorque du vélo à gaufres que je l'emmène chez moi.
Donc, il ne passe pas dans l'ascenseur. Donc, c'est un mid-tail. Donc, c'est un petit peu long, un petit peu lourd, mais je le mets debout dans l'ascenseur et je le mets sur mon balcon. Là, le vélo cargo que vous avez vu familial que j'ai, il ne s'est jamais fait voler alors que tout le monde s'est fait voler son vélo chez moi. Lui, il ne s'est pas fait voler. A priori, il n'est pas volable. J'étais très contente. Là, je vais en avoir un nouveau qui, je pense, est très volable. Donc, lui, je vais le mettre et je ne peux pas mettre debout dans l'ascenseur. Je vais le mettre dans mon garage que je loue. C'est un gros problème. Et ce vélo-là, du coup, quand je vais me déplacer, j'aurais aussi peur de me le faire voler. Donc, j'ai plusieurs des kryptonites les plus chers pour essayer de sécuriser mon vélo. Mais c'est en effet un gros problème et c'est un frein à l'achat pour notamment les particuliers. Peut-être une question qui est en lien avec ça, la question des assurances. Est-ce que vous avez cherché à obtenir une assurance? Est-ce que vous avez trouvé que vos compagnies d'assurance avaient un produit adapté à votre réalité de propriétaire de vélo cargo? Marie-Astrid, je ne sais pas chez toi. Mes vélos cargo professionnels sont assurés par mon assurance habitation. Et alors, oui, c'est ça. Mais il faut avoir une photo d'un antivol, il faut qu'il ait été attaché. Donc, en fait, il faut montrer une photo d'antivol cassé, si jamais on n'a pas mis antivol. Pour ce qui est de, de mes vélos professionnels, en fait, je crois que c'est une astuce qu'on a trouvée avec toujours la même banquière, chez qui je suis assurée aussi. C'est le garage qui est assuré. Donc, c'est assuré. Mes vélos sont assurés contre le vol. Et après, moi, s'il m'arrive quelque chose avec mes vélos professionnels, j'ai une assurance professionnelle pour moi, mon corps, et aussi pour mes vélos s'ils sont dehors assurés. C'est un cheminement un peu bizarre pour faire assurer les vélos. Brigitte, en tant que... Je ne veux pas dire n'importe quoi parce que c'était mon conjoint qui avait plus fait les recherches là, à ce niveau-là. Mais oui, je me souviens qu'on avait réfléchi à la question des assurances puis qu'il s'était informé des coûts. Et je ne me souviens plus si on a choisi de l'assurer ou non. Mais oui, ça, on l'a quand même considéré parce on a réalisé que finalement, justement, c'était environ le bien qu'on avait dans la maison là, qui valait le plus cher. Est-ce qu'on avait une sous-question ou une deuxième question? Oui, en effet. Ma sous-question peut-être relève plus de mon travail. Pour les deux Montréalais, est-ce que le mobilier que nous fournissons, les supports à vélo, est-ce qu'ils sont adéquats pour attacher vos vélos cargo? Et est-ce que l'espace en fait est suffisant? Et aussi pour Marie-Astrid, en France, est-ce que Nantes, par exemple, les autres villes fournissent aussi des supports ou des lieux pour sécuriser le vélo dans l'espace public? Alors, nous, on a l'idéal, ce sont je ne sais pas comment ça s'appelle, les attaches qui sont suggérées par la FUB. Ils ont fait une super étude. Les grands hyper solides, là, qui sont enterrés au moins 12 cm dans le sol. Est-ce que c'est un arceau inversé? Oui, un arceau, c'est ça. Oui. Et ça, c'est génial parce que c'est ultra polyvalent. Ça veut dire que quelle que soit la taille du vélo cargo, ce qu'on veut attacher, surtout moi, j'arrive avec mes 3 antivols, en fait, on peut attacher un peu partout. C'est très, très important que ça soit hyper épais, hyper solide parce que la meuleuse, en fait, on sait que ça prend 2 minutes. Donc ça, il y en a quand même. Il y en a. Ils commencent à faire des espaces spéciaux pour les vélos cargo, des grands espaces qui sont directement sur la route, qui sont souvent pris par les motorisés à 2 roues. Ça commence, mais c'est pas encore. Mais on a quand même pas mal d'arceaux. Il y a vraiment moyen de se débrouiller, ou alors qu'on est à plusieurs, on attache les vélos tous ensemble. Julien et Brigitte, est-ce que la ville de Montréal répond bien à vos besoins? Les arrondissements, pas moi. Oui. Les guerres de compétences commencent. Bon. Donc, si on parle des poteaux un peu standard Ville de Montréal avec le poteau central et les oreilles, je pense que c'est quand même bien adapté pour une diversité de vélos. Là, nous, on le barre souvent avec une
grosse chaîne. Donc, c'est l'avantage d'un vélo cargo. On peut transporter des choses pesantes. Donc, il n'y a pas trop d'enjeux avec ça. Par contre, je dirais qu'au niveau de la quantité de support et également leur disposition, c'est pas toujours idéal, là, évidemment. Donc, un vélo cargo, comme on disait tantôt, ça prend de l'espace. Si on bloque le trottoir avec, on ne se fait pas amis avec les piétons et les autres utilisateurs. Donc, évidemment, il faut prévoir de l'espace pour ça. Puis surtout quand on arrive dans un lieu comme ici où, on le sait, les supports à vélo sont pas toujours en quantité suffisante. Ben, si on pense qu'on va avoir plusieurs vélos cargo ou on en donnera de plus en plus dans l'avenir, ben, il faudra réfléchir à leur offrir davantage d'espace et de support. Pour ma part, je dirais que de plus en plus, je vois des supports qui sont adaptés puis pratiques à notre réalité. Je pense que c'est peut-être ceux que je préfère, les mêmes qui étaient décrits par Marie-Astrid, qui sont vraiment de gros anneaux là, très épais puis qui sont assez espacés. Donc oui, ça, avec le vélo cargo, ça fait une grosse différence. Puis ce qui fait aussi une différence, je dirais, qui n'est pas au niveau des supports, mais toutes les saillies de trottoir qui sont faites, qui sont très larges et tout ça, et qui permettent justement, quand on barre les vélos, de prendre un espace, mais de ne pas sentir qu'on occupe tout le trottoir puis qu'on prend l'espace pour les piétons. Parce que ça, c'est un autre enjeu, puis on se sent mal à l'aise quand on occupe l'espace pour les piétons. Donc, ce que j'aime particulièrement dans mon quartier, dans Annecy, ce qui a été fait l'année dernière, il y a eu des saillies citoyennes qui ont été créées, puis il y en a plusieurs dans lesquelles ils ont mis ces supports à vélo, donc pour offrir des places de stationnement pour les cyclistes dans la rue. Donc là, à ce moment-là, je sens que j'occupe un espace qui m'est vraiment destiné, puis ça, j'apprécie. Oui, nous, on aime ça parce que ça dégage les intersections aussi. Donc, exactement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions, soit en ligne, soit dans la salle? Ne soyez pas timide. Oui, on vous écoute. On a juste le micro. Merci. En fait, ma question est par rapport aux enfants. Là, je sais qu'on parlait de cyclo-logistique, puis clairement, c'est plus personnel. Je suis maman d'un bel enfant de 12 ans qui a vu un vélo cargo arriver dans sa vie quand il avait 5 ans. Donc, un triporteur que nous aussi, on est allé en Scandinavie, puis on en voulait un, puis on en a trouvé un usagé, donc on l'a acheté au retour. Même s'il avait 5 ans, il savait pédaler déjà, donc il fait du vélo sans problème. Est-ce que d'introduire le vélo cargo dans la vie d'un enfant dès le début fait en sorte qu'il pédale moins vite et qu'il devient moins autonome à vélo, selon vous, vous qui l'avez vécu? Parce que j'entends ça des fois, des remorques ou des... c'est ma question. C'est une bonne question. Je peux parler pour mon expérience personnelle, mais encore une fois, c'est un peu dur à évaluer vu que chaque enfant est différent. Nous, quand on a eu le vélo cargo, quand même, notre plus vieux aussi pédalait déjà pas mal. Puis même que, vu qu'on souhaite encourager leur autonomie à vélo, je dirais que mon plus vieux, là, qui a 9 ans et demi, il se déplace de plus en plus sur son propre vélo. Et la deuxième, qui peut-être... Je dirais que c'est moi qui ai un drôle de ça. Je pense que ça fait partie de son tempérament, mais elle prend plus son temps. Ceci dit, elle pédale aussi de façon autonome. Mais quand elle a le choix, c'est vrai que le matin pour aller à l'école, elle aime ça être dans la boîte puis être bien relax plutôt que de pédaler. Donc, je ne sais pas si ça ralentit là, comme l'apprentissage du vélo, tout ça. Mon plus jeune n'est pas encore rendu à pédaler, là, seulement avec le vélo d'équilibre. Donc, je trouve ça dur à dire, mais j'aime avoir la combinaison des deux, pouvoir offrir des fois qui pédale, puis fortement l'encourager aussi, des fois même l'imposer, je dirais, mais d'avoir aussi toujours l'option de hey, on est en retard, on est dernière minute, c'est vraiment rapide, c'est vraiment efficace, ou les conditions en hiver, des fois que je trouve trop glissantes, dangereuses, puis là, même le plus vieux embarque dans la boîte. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais voici de mon expérience personnelle ce que je peux en dire.
parlerai également pour mon expérience personnelle, là, donc pas de généralisation, là, mais également mon enfant est ma fille est très jeune, là, 3 ans seulement, donc encore avec le vélo d'équilibre aussi. Bon, la proportion de si je lui propose le vélo cargo, son vélo à elle, je dirais ça va dépendre de son mood, mais je n'ai pas l'impression que ça va retarder. Au contraire, je pense plus de dire, OK, ben, la voiture ne fait pas partie de l'équation. Là, tu sais, on est vraiment dans des modes actifs à l'extérieur. Donc, tu sais, c'est plus d'y inculquer le réflexe de penser au vélo pour ses déplacements que je trouve important. Fait qu'après ça, bon, est-ce qu'elle embarque avec moi pour encore quelques années? Ça me fera plaisir. Peut-être qu'on va intégrer un moteur un jour. Mais sinon, après ça, tu sais, je pense que ils vont avoir le réflexe de prendre leur vélo un jour ou l'autre. Moi, je pense qu'on est on peut les modèles jusqu'à un certain âge de nos enfants et qu'ils ont envie de nous imiter. Et donc, ils ont le choix à la maison d'aller faire du vélo, d'aller à l'école ou à leurs activités. Ça dépend de l'horaire parce que par rapport à la dangerosité et puis au trajet. En tout cas, pour aller à l'école, ils ont le choix d'aller avec leur propre vélo ou dans le vélo cargo. Ils savent juste que s'ils prennent leur vélo, qu'il faut partir à une certaine heure. Donc, il faut qu'ils soient prêts. Ils savent que passer cette heure-là, ça ne fonctionnera pas. Moi, les miens, ils ont toujours fait beaucoup de vélo, tout le temps. J'avais pensé à un truc à vous dire, mais j'ai oublié. Ils sont justement très sensibilisés à beaucoup de choses, au danger à vélo. Moi, je les sensibilise. En même temps, je suis un peu de sécurité routière. Je leur explique les dangers à vélo. Et bah, j'ai oublié le reste, donc je ne vais pas meubler. Hein. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu fais de meilleurs usagers de la route. J'espère. Et donc, mes enfants adorent rouler. Je pense que c'est vraiment une habitude. J'ai ma deuxième, un peu comme toi, Brigitte. Elle aime bien rouler, mais ça n'allait pas. Et en fait, je lui ai changé de vélo. Je lui ai pris déjà un vélo un peu plus grand. On est passé du 20 pouces au 24 pouces. Et je lui ai acheté un super vélo qui est léger, qui est hyper confortable. Elle a, mais alors avant, elle faisait plutôt du 13 à l'heure. Là, maintenant, elle est à l'aise, 17, 18, elle fait des pointes à 20 km/h. Elle est hyper bien, elle est hyper heureuse. Et je pense que là, du coup, j'ai trouvé le vélo qui lui plaît. Merci. Je crois qu'on n'a pas de questions supplémentaires. Ça mettrait fin à notre période de questions. Donnez-moi un instant. Donc, bien sûr, cette conférence s'inscrivait dans le Festival Go Vélo Montréal qui se poursuit pour le reste de la semaine. Les prochains rendez-vous qui vous attendent, c'est dès demain soir le tour la nuit. On espère que vous serez nombreux à venir rouler avec nous. La météo s'annonce idéale, donc pas d'excuses cette année. Et dimanche, c'est le Tour de l'île de Montréal. Comme, je suis désolée pour les gens qui nous suivent en ligne, on a des prix de présence pour les gens qui sont en personne. On a 2 paires de dossards à faire tirer pour le Tour de l'île et pour le Tour la nuit. J'ai ici les petits billets qu'on a remis. Donc, c'est le temps de sortir de votre poche le billet de vestiaire que je vous ai remis et on va demander à Marie-Astrid de tirer 4 billets. Alors, le premier, 645. Qui a le 645? Une fois, 2 fois. C'est moi. Parfait. Tour de l'île ou tour la nuit, Julien? Je dirais tour la nuit, s'il vous plaît. D'accord. Excusez, j'en ai perdu quelques-uns. Tour la nuit, donc un deuxième, s'il te plaît, Marie-Astrid. 658. Tour de l'île ou tour la nuit? Si. Il nous reste donc 2 paires, pour une pour le tour de la nuit et une pour le tour de l'île. 654. 154, une fois, 2 fois, 3 fois. Je pense qu'il va falloir retirer. 667. Tour de l'île ou tour la nuit? Tour de l'île. Voici, monsieur. Et la dernière,
Marie-Astrid, une dernière fois, si tu veux bien piger. 650. Très bien, je vous apporte ça. Donc voilà qui met fin à la conférence. La soirée se poursuit avec un petit 5 à 7, donc des boissons et des petites bouchées à l'arrière. Merci d'être venu assister à cette conférence du Festival Go Vélo Montréal avec Marie-Astrid Leray.